c'est le fait qu'il va travailler défensivement, qu'il va faire 20, 30 mètres avec le ballon. J'ai encore commenté ce week-end Lautaro Martinez, mais c'est un défenseur central, c'est pas un attaquant. Parler ballon sérieusement sans se prendre au sérieux, c'est toujours mieux. Bienvenue dans un nouvel épisode du Clubhouse Football Time. Merci d'être avec nous, merci de nous suivre chaque semaine pour parler de notre passion du football belge qui, malgré l'invisibilisation des droits télé, avec notamment de moins en moins de possibilités de voir les images, ce qui évidemment tue toute hype, eh bien nous, on est toujours là chaque semaine pour parler d'un championnat qu'on aime énormément et on va le faire jusqu'à la fin de la saison. Ça monte en puissance et je commence par saluer Xavier. Comment vas-tu ? Ça va pas mal et toi ? Ça va très bien. Est-ce que t'as passé un bon week-end ? Ouais, un bon week-end. Ça a été tranquille. On a vu quand même pas mal de goals, donc ce week-end. Il a fait quoi le Milan ce week-end ? Il a gagné à 0. Il a regardé. Non mais il est des matchs du milieu de semaine, faut pas me tromper, toi. Ouais, c'est ça, exactement. Tu sais pourquoi je pose la question ? Parce que vous n'avez toujours pas, répondu à la question correctement. Bah oui, c'est de votre faute, voilà, c'est comme ça. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on va remettre en jeu le maillot de Ardon Jachari, le maillot d'Ardon Jachari qui est toujours à gagner puisque personne n'a répondu correctement à la question. Du coup, on va simplifier un peu les choses. Évidemment, vous êtes toujours là, vous n'hésitez pas, le petit like et le petit commentaire. Les commentaires aujourd'hui, ça va être très simple. Quel va être le score final du match du week-end prochain entre l'AC Milan et l'AS Roma et quelle va être la minute du premier but? Vous mettez ça dans les commentaires et on vous donne une nouvelle chance de gagner le maillot d'Ardon Jachari, le soulier d'or 2025, mais également un grand joueur, on peut le dire maintenant du côté du Milan AC, joueur absolument phénoménal, Ardon Jachari. On t'aime, à vous de jouer, les amis, évidemment, dans les commentaires. Bonjour Thomas. Salut. Ça va Loulou? Très bien, tout va très bien, tout va très bien parce que justement il y a un nouveau joueur qui est revenu dans le championnat, un de mes joueurs préférés, voire mes joueurs préférés, donc je suis très content de le revoir. Qui est? Bah tu sais très bien de qui il s'agit. Ah, Teddy Thomas. Bien sûr. T'as son bonjour. Je vais parler avec lui. Il est chaud de venir. Maintenant, du coup, comme il est dispo, on essaiera de le faire venir cette saison. Top. Teddy Thomas, qui va certainement terminer ou se relancer au Standard pour aller chercher l'Arabie Saoudite, parce que c'est le plan depuis quasiment 2 ans du côté de son agent, ou alors carrément terminer peut-être sa carrière au Standard, finir en légende. Ce serait incroyable, Quentin. Ça serait incroyable parce qu'on l'a vu déjà ce week-end en 30 minutes de jeu. C'est un autre joueur, c'est un autre monde. En fait, honnêtement, même il a rien à faire dans cette équipe-là. J'ai l'impression qu'il y avait un niveau. J'ai l'impression que c'était un joueur on va dire, quand t'as la cour de récré, là, toi, que t'as 12 ans et que tu joues contre des joueurs avec des joueurs de 8 ans, il y avait une différence, mais il accélérait le jeu, il allait vers l'avant et tout. J'ai l'impression que ses coéquipiers, ils étaient pas prêts à jouer avec ça. Mais du coup, ça peut élever le niveau de ses coéquipiers, donc ouais, c'est très intéressant. Standard Gand, ce sera le gros match qu'on va analyser aujourd'hui. On reviendra évidemment sur la déculottée, même si le score n'est pas si élevé que ça, du Standard du côté de Charleroi, parce que c'était vraiment assez cataclysmique, il y a beaucoup de choses à dire, mais juste avant, l'Union qui se déplace du côté de l'Allianz Arena du Bayern Munich. Alors forcément, les statistiques sont totalement en faveur du Bayern Munich. On se doute que ça va être peut-être, on va dire, un cinéma et un festival en faveur des jaunes et bleus. Mais est-ce que très honnêtement, on peut rêver de quelque chose dans ce match? Objectivement, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut aller retirer? Qu'est-ce qui ferait que le déplacement serait réussi, Thomas? Un tir cadré. Ça serait parfait. non, mais faut être honnête. Franchement, quand je dis ça, je suis plutôt objectif parce que l'Union n'a aucune chance face au Bayern. Franchement, ce serait improbable de même prendre un petit point. Mais toi, ça te hype un peu ce match? Est-ce qu'il y a quand même un intérêt pour toi de voir ce match? Absolument pas. Dender Union me hype, mais Bayern Union pas du tout. Et Dender Antwerp, ça me hype aussi. Ça me hype. Tant que c'est un match belge, ça me hype. Très bien. Mais c'est un match belge, l'Union contre. Je regarderai quand même, mais je sais, mais il y a pas photo. C'est sûr que Bayern va gagner. Il y a pas de possibilité d'espérer quoi que ce soit dans cette rencontre. Non. Est-ce qu'on pourrait pas, peut-être... Surtout qu'il y a... je suis en train de dire une bêtise. Non, mais en général, quand l'enjeu collectif n'est pas là, Thomas, ce qu'on peut se dire, c'est qu'on se fait un peu des kiffs et on regarde un peu les performances des joueurs pour savoir s'ils vont être au niveau. Moi, à titre personnel, mon kiff, ça va être mon intérêt dans le match, ça va être de regarder le niveau d'un Adem Zorgan.
Comment est-ce qu'Adem Zorgan, qu'on dit le meilleur milieu de terrain ou un des meilleurs du championnat, va se débrouiller face au milieu de terrain du Bayern? C'est peut-être un bel intérêt, ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Aussi, on peut voir McAllister dans un step un peu plus haut, parce qu'on sait que ça va sûrement être sa dernière saison en Belgique. Donc ouais, ça va être intéressant là, parce que je pense que ça va être le seul truc à regarder, parce que le Bayern est largement trop fort. Encore ce week-end, et à Leipzig, ils perdent 1-0 à la mi-temps. Résultat final, ils gagnent 1-5. Ouais. C'est lunaire, quoi. C'est beaucoup trop fort. Et il y a un retour de Kimmich en plus dans l'effectif. T'as Michael Olise qui était sur le banc ce week-end, donc qui est en pleine forme. Ça va être une boucherie. Donc ouais, voir comment un Promise David peut handicaper cette défense bavaroise qui des fois montre un peu de difficulté avec son physique aussi. Donc ouais, je suis d'accord avec toi. L'aspect individuel des joueurs de l'Union serait intéressant à suivre. Ouais, c'est en tout cas un match qui va être au moins plein de buts. Hein. Si on peut déjà donner une petite indication sur ce qui va se passer, normalement, on devrait entendre la musique du Bayern. Quelquefois, quand même. Voilà, assez souvent dans le match, quoi. Voilà. C'est vrai qu'à mon avis, ça va être, comme vous l'avez dit, une boucherie. Enfin, je pense que ça va être 4-5-0. Enfin, puis juste quand le Bayern en aura marre de jouer ou fera souffler les cadres, on pourra peut-être voir un petit peu l'Union, mais à côté de ça, ouais, c'est un match, je pense, à sens unique, et à part les performances individuelles, pour voir s'ils peuvent se mesurer s'ils peuvent peut-être évoluer à un step plus haut, certains joueurs de l'Union. À part ça, il n'y a pas forcément grand-chose à regarder dans ce match-là. Cette équipe de l'Union, qui a gagné contre Malines, qui a fait le travail, sur lequel on a quand même été relativement critique lors de notre première émission de 2026. Est-ce que vous êtes un peu rassuré sur ce que vous avez vu sur base de la victoire ou pas, Thomas? Pas forcément rassuré, mais j'ai vu quelques petites choses intéressantes, notamment le défenseur Barry, déjà en coupe. Il était plutôt au niveau. C'est un joueur qu'on n'a pas encore découvert dans notre championnat. Du côté de la direction, je trouve que c'est très bien d'avoir anticipé, d'avoir déjà transféré 3 joueurs, donc 3 joueurs qu'ils avaient besoin dans leur noyau. Je pense pas qu'il y en aura encore d'autres qui vont arriver, mais un défenseur central, milieu et attaquant, c'est très bien. C'est des joueurs avec un certain potentiel, donc je suis curieux de voir ce qu'ils vont donner. Et comme j'en ai parlé la semaine dernière, on découvre aussi un Guilherme Smith qui m'a encore bien convaincu ce week-end, même s'il était plutôt discret par rapport au premier match. Mais sinon, ouais, je trouve qu'il y a des choses intéressantes, mais le jeu, dans sa globalité, n'est pas encore fluide, n'est pas ce qu'on a vu des saisons précédentes, mais je suis pas hyper inquiet non plus. Est-ce qu'il doit pas un peu s'améliorer sur son travail défensif, Smith, parce que c'est quand même un ailier gauche de formation. C'est un ailier, c'est pas un il a des velléités offensives naturelles qui sont un peu différentes de ce qu'on va demander dans le système qui est celui de l'Union. Non, c'est vrai, il devra encore s'adapter à ce niveau-là, mais c'est un joueur avec beaucoup de qualité. C'est un joueur aussi différent de Niang. Donc ils joueront tous les deux à la même position. On sait pas qui va être titulaire, mais je pense que Niang, il va quand même reprendre sa place de titulaire. Attention de voir comment il retourne, parce qu'il était pas bien après la CAN, sa santé, etc. Certains disent qu'il s'est carrément fait empoisonner, etc. à l'hôtel du Maroc. Donc voilà. Alors, on sait pas dans quel état il va revenir. Est-ce qu'il va revenir tout de suite ou pas? Mais ce qui est certain, c'est qu'il sera prépondérant sur la fin de saison. Je pense que oui. Mais c'est 2 joueurs complètement différents, à mon sens, avec des qualités différentes. Donc à voir qui va prendre la place du titulaire, mais c'est un joueur qui m'intéresse et je suis vraiment curieux de voir ce qu'il va donner sur le long terme. Allez, super. On va enchaîner avec le d'accord, pas d'accord. Messieurs, prenez vos pancartes. D'accord, pas d'accord. Donc aujourd'hui dédié d'abord à la rencontre entre le Sporting d'Anderlecht et la Gantoise, et puis la défaite forcément du club de Bruges du côté contre la RAL au Jan Breydel. On commence avec Anderlecht, si vous voulez bien, messieurs. La sortie de Nathan Decat a causé la défaite d'Anderlecht à 17 ans. Decat est déjà indispensable au collectif de Béchny-Cazier. Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord? Ça se lève sur le d'accord pour Xavier, ça se lève sur le d'accord pour Thomas, et ça se lève sur le pas d'accord pour le Quentin. On t'écoute. Exactement. Exactement. Non, mais je pense pas qu'on peut résumer la défaite à uniquement ça, parce que c'est un élément de plein de petites choses. Il y a la blessure d'Augustinson, il y a la sortie de Decat, il y a la sortie de Kana. Donc tu joues avec Özcan Ilić en défense centrale. Aucun des deux ne joue avant et les deux se retrouvent à jouer ensemble. Quand ils mènent encore 1-2, t'as la sortie de Torgen Hazard, apparemment pour fatigue. Et je pense que c'est toutes ces petites choses-là qui ont fait que Anderlecht a du coup perdu le fil du match et que la Gantoise a pu revenir aussi avec ces changements. Donc je pense que c'est pas uniquement la sortie de Decat qui fait que Anderlecht a perdu ce match. C'est quoi alors Moi c'est plus l'alignement des 2 nouveaux défenseurs centraux qu'on connaissait pas encore. C'est des joueurs qui qui sont arrivés l'été dernier mais qu'on n'avait pas encore vu à l'œuvre, qui n'avaient pas d'automatisme, qui rentrent dans un match où il y a encore beaucoup de possibilités, surtout que la Gantoise a quand même pas mal de joueurs offensifs sur le banc, et on en a vu la preuve
preuve car c'est 2 joueurs offensifs qui sont rentrés dans le match qui ont marqué les buts de la victoire. Donc je pense que ouais, comme Quentin le disait, c'est pas justement uniquement De Cat, parce que je l'ai même pas trouvé forcément très bon dans ce match, un peu discret, pas à la hauteur dans cette rencontre. Donc que ce soit le fait qu'il soit resté ou pas resté dans la rencontre, je pense pas que c'est ça qui a joué pour la défaite d'Anderlecht. Non, c'est intéressant. Xavier, on parle forcément d'une sortie qui quand même a été fondamentale pour le rythme. Moi, au Sporting d'Anderlecht, en discutant avec les gens, beaucoup ont mis aussi en avant la fébrilité d'un Jari Verskaren, globalement. Ouais, dans le match, c'est quand même assez criant de voir que c'est un joueur qui n'a plus du tout le niveau, quoi. Non, mais ça, c'est pas nouveau. C'est pas de hier qu'il a plus le niveau. Ça fait déjà, je pense, au moins 2 saisons qu'il a plus le niveau. Et le problème, c'est que, comme l'a dit Thomas Quentin, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément que la sortie de 4 qui fait qu'Anderlecht perd, mais il est prépondérant dans l'effectif, dans le sens où quand tu regardes l'effectif d'Anderlecht, l'effectif à disposition de Besnik Azi, t'as pas d'autres joueurs avec le même profil. Quand lui joue pas, tu mets qui à sa place? Il y en a pas. Donc le problème, c'est pour ça qu'il est aussi tellement important dans l'effectif, parce que t'as pas de remplaçant pour lui. Donc le souci, c'est que ouais, dès qu'il peut pas jouer haut, tu fais comment? Si t'as Lansana quand même, qui peut jouer. Ouais, mais lui, il est encore un peu plus défensif, tu vois. Ouais. De 4, il s'est allé vers l'avant, il s'est fait son travail défensif, c'est un vrai 8. Et à part ça, t'enlèves de 4, quand tu regardes tous les milieux Anderlecht, t'en as pas. Ouais, enfin, moi, et donc le problème, c'est que... Je suis pas hyper convaincu par rapport à ton argument, parce que je trouve que Lansana, c'est quand même un joueur polyvalent, aussi bien défensivement qu'offensivement. Donc le fait de pas avoir de remplaçant sur le banc, ça, non, je suis pas forcément d'accord. Par rapport à Verskaren, pardon. Le problème avec lui, c'est que c'est un joueur qui descend d'année en année par rapport à son niveau. Et ce qu'il devrait faire avec lui, la seule solution, c'est justement de le prolonger. Je sais pas si ça avait été fait récemment. Non, c'est Stroikens qui a prolongé. Il est en fin de contrat en juin prochain. Ouais, ce qu'il devrait faire, c'est peut-être quand même le prolonger d'1 an ou 2 et de le prêter dans un club comme Westerlo ou Charleroi pour essayer de faire remonter son niveau et essayer de le faire revenir dans un meilleur rythme, parce que là, il est vraiment hors niveau. Est-ce que Jari Verskaren veut rester en Belgique, ou en tout cas veut retrouver un club en Belgique? Parce qu'on sait que c'est là où il a le marché, mais lui, à titre personnel, des infos que j'en ai, s'il part, il veut partir à l'étranger. Il ira où? Parce que, désolé, le championnat belge, il a pas le niveau. Il y a des sons de cloche aux Pays-Bas, il y a des sons de cloche en Italie. Pays-Bas, je vais peut-être encore bien, en Eredivisie, ça passe, si tu le prêtes là, ou si tu le transfères là-bas, ok, pas de souci. Mais tu peux pas viser plus haut que la Belgique. Ça, c'est impossible. Non, voilà. Je pense qu'il pourrait, par exemple, attirer des clubs comme Pise, en Italie, l'Hellas Vérone, qui sont des clubs qui sont actuellement relégables. On se dit bien du niveau, hein. Je suis d'accord avec toi. C'est ça ton projet sportif, du coup. Enfin, ce serait, mais moi, je parle par rapport au marché. Le marché regarde ce type de joueur-là. Il faut aussi regarder aussi que c'est un joueur qui n'a plus performé depuis pratiquement 2 ans. Donc, c'est compliqué aussi d'attirer un autre type de joueur. Par contre, un autre type de club, pardon. Par contre, ce type de joueur, s'il se remet en question et dit non, mais finalement, j'accepte de signer en Belgique. C'est ce qu'il doit faire. Voilà. Pour moi, même à Saint-Tron, il peut jouer, hein. Bah ouais, mais dans peu importe quel club il pourrait, comme tu dis, peut-être aller à Saint-Tron ou Malines. Peu importe le club, mais il faut qu'il retrouve un certain niveau pour retrouver le niveau qu'on a eu il y a quelques années. Il y a aussi une réflexion que je me fais, Quentin, quand je regarde le Sporting d'Anderlecht, c'est que moi, personnellement, je vois pas la même équipe à l'extérieur à domicile. C'est vraiment pas les mêmes hommes, en fait. C'est affolant, même les stats, hein. Les stats, c'est plus du double de points à domicile de ce qu'ils ont pris à l'extérieur. Donc, est-ce que c'est l'aide de leurs supporters? Il y a bien quelque chose qui cache ceci, mais c'est super dur à dire, mais c'est vrai qu'il y a une énorme différence. C'est affolant, et on le verra encore plus, parce que je pense que ce week-end, ils vont prendre les 3 points, ils jouent à domicile contre Dender. Ça va, et justement, après une défaite, comme celle qu'ils ont pris ici, 4-2, ils sont obligés de se réveiller et de montrer de belles choses. Mais oui, je suis d'accord avec toi, c'est affolant, la différence de résultats qu'ils ont entre domicile et à l'extérieur. Je pense pas que ça, ils ont le stade, avec le respect que j'ai, le stade du Lotopark n'a pas non plus un impact comme on a pu le connaître dans le passé avec le club de Bruges quand ils jouaient à domicile, qui mettait une pression sur l'arbitre ou autre. Donc, mais c'est vrai que c'est fort. Et c'est dû à quoi ça? Est-ce que c'est un manque, par exemple, mentalement, de caractère et de personnalité? Ou est-ce que c'est une question d'envie? Il y a que les joueurs qui peuvent le savoir, ça, je pense. Je pense que nous, comme ça, c'est impossible de savoir pourquoi il y a une telle différence aussi flagrante entre le domicile et l'extérieur. Moi, ce qui m'étonne surtout, c'est que à partir du moment où tu prends ce but exceptionnel de Ronald Araujo, qui est un but fantastique, ça fait plaisir de voir du football comme ça, après, derrière, tu n'as aucun sentiment de révolte.
Tu n'as pas cette volonté de changer les choses dans le match. C'est-à-dire que cette équipe, mentalement, ne sait pas faire le reset, repartir à zéro et se dire maintenant, on change le cours des choses. Non, au contraire, c'est une équipe qui s'est complètement, au fur et à mesure de la rencontre, enfoncée dans des sables mouvants. C'est les changements aussi. Hein. Les changements ont été assez étonnants. Tu fais rentrer Vasquez pour Zvetkovic. Et pas un Bertaccini, toi. C'était bizarre, je trouve. C'était très bizarre aussi. Avoir sorti de cadre, bon ça peut s'entendre parce que je trouve qu'il était pas trop dans son match, mais après les changements ont été assez étranges pour ma part. C'est intéressant parce que du côté de la direction, encore une fois d'Anderlecht, on me dit en fait Sacha, nous-mêmes on n'a pas compris. On sait qu'il part, on a un accord avec Retafe, on est en train de négocier, ça va se boucler. Le soir même je tweete que c'était fait, et lui il le fait rentrer pendant le match. Mais qu'est-ce que tu fous, quoi, tu vois? Même eux ils se sont dit mais quel sens ça a? Il est là dans le groupe parce que il fait partie, il fait le nombre, mais évidemment qu'il ne doit pas jouer dans ce match. On est en train de négocier un deal. Imagine s'il se blesse, le deal il casse et tout le monde veut s'en séparer, Anderlecht. Et t'as Bertaccini sur le banc en plus. C'est ça qui est lunaire. Je comprends pas. Il a peut-être voulu. La seule réflexion que je me suis faite quand j'ai vu ce changement, je me suis dit peut-être qu'il veut lui donner l'opportunité de dire au revoir en marquant un but ou autre, je sais pas. Dans ce sens-là, je sais pas. C'est étonnant. Tu penses pas à lui, tu penses pas à Vasquez à ce moment-là, tu dois penser à ton club et les 3 points, quoi. Surtout dans cette rencontre-là, donc je me dis, s'il a pensé comme ça, c'est une très grosse erreur. Tu le fais pas monter à 3-0 à domicile à la 80e minute de jeu, tu vois. Je dis pas qu'il a pensé comme ça, mais s'il l'a fait, c'est vraiment une très grosse erreur. Ouais, c'est une erreur d'Asie, hein. Il y a aussi un sujet important dans cette rencontre sur lequel j'aimerais revenir, c'est cette histoire de penalty, parce que de Gand à Anderlecht, personne n'a le même discours. Quand ça part plutôt du côté des journalistes, les journalistes doutent, on parle peut-être même j'ai entendu des commentateurs notamment de ce match, Patrick Stein, je t'embrasse, qui a parlé peut-être d'un cadeau. Est-ce qu'on peut dire que ce penalty est un penalty facile? Parce que le 1-1 de Wilfried Kanga à ce moment-là, il est aussi décisif pour le cours de la rencontre. C'est clutch, ça fait la différence, ça change les choses. Pour moi, il y a penalty parce que du côté de la Gantoise, du côté de Anderlecht, ils étaient pas contents de ce penalty, mais imaginons, c'était dans le sens inverse que Rouf aurait fait cette erreur-là, ça aurait été scandale, ils auraient aussi voulu le penalty. Et très honnêtement, de manière très objective, je trouve qu'il y a vraiment penalty, le gardien touche du point le joueur sur la tête, c'est pas léger. C'est logique, non, c'est pas léger, il y va même si c'est pas ce qu'il voulait faire. C'est juste maladroit, il a touché, c'est comme ça et c'est les règles, tu touches dans le visage, c'est penalty. Après c'est dans la tête, hein. Tout simplement les joueurs d'Anderlecht, ils avaient en tête ce qui s'était passé en semaine en coupe avec les déclarations d'Enoa Zebrook et tout, donc ils se sont dit c'est la corruption, c'est un donnant parce qu'on a eu entre guillemets été avantagé en semaine, mais là on a avantagé là et tout, mais je pense aussi qu'il y a penalty. Prochaine rencontre pour Anderlecht, ce sera à domicile contre Dender, il faut absolument gagner parce que le 1er février, il y a le classique belge. Et oui, on est déjà en train d'y penser, ce Standard Anderlecht qui se jouera sold out. Hein. Le Standard l'a communiqué, il y aura plus une seule place disponible. Ça va être assez chouette. On passe maintenant à la grosse surprise du week-end. C'est certainement le résultat le plus surprenant dans ce d'accord pas d'accord. La phrase est très simple. En gagnant au Jan Breydel vendredi, la RAL, la Louvière, a officiellement mis le club de Bruges dans la crise. Est-ce qu'on est d'accord, pas d'accord? On n'est pas d'accord du côté de Xavier, on n'est pas d'accord du côté de Thomas, et on est d'accord du côté de Quentin. Je me rangerai plutôt de l'avis de mon ami Quentin. Mais je vais évidemment, comme je l'ai donné la parole tout à l'heure, te la donner à toi, et après on ira sur les avis. Moi je suis pas d'accord parce que pour moi le club de Bruges était déjà dans une crise, donc a priori on peut pas rentrer dans une crise si on l'était déjà. Oui, mais là c'était vraiment. Est-ce qu'on n'est pas sur les abysses alors qu'on était sur une crisette? C'est-à-dire que là tu étais en train de faire un puits, maintenant tu fais quasiment un fossé. Ouais, dans ce sens-là, ok, je suis d'accord. Mais pour moi la crise elle y était déjà parce que le changement d'entraîneur c'était déjà. Le départ de cette crise, c'était une erreur. Je l'ai affirmé. J'étais convaincu pour ma part que c'était vraiment un mauvais choix d'avoir été chercher l'Eco. Et cette semaine a prouvé ce que je pensais parce que l'élimination en coupe, plus la défaite contre l'avant-dernier ou un des derniers en tout cas de notre championnat, c'est quand même sévère. Le Hainaut ne réussit pas c'est vraiment les clubs wallons qui ont performé. Sauf que c'était au Jan Breydel cette fois-là. Mais les clubs du Hainaut... Mais la façon dont le club de Bruges a pris ses buts, ce laxisme, même t'as pris une rouge, mais peu importe, tu peux pas prendre 3 buts alors que tu mènes cette rencontre même après avoir pris une carte rouge. La Louvière, je suis désolé, ça marque quasiment jamais
Enfin, on voit très peu de buts et les Louvriers ont marqué quand même 3 buts dans cette rencontre contre à Bruges, contre le club de Bruges. Même si bon, Jakers, pour moi, il est fautif sur un des buts, mais c'est quand même 3 buts au Jan Breidel, quoi. Ouais. C'est beau. Mais c'est une belle prestation, en tout cas. Xavier, t'estimes aussi, comme Thomas, que c'est pas spécialement cette défaite qui a mis Bruges dans la crise? Non, parce que je pense qu'il était déjà, je pense qu'il y a un gros problème à Bruges, c'est que même depuis le début de la saison, c'est que je les trouve fort hautains, en fait. T'as l'impression qu'ils rentrent sur le terrain en sachant, quoi qu'il arrive, on va gagner, on va jouer au ralenti. Même depuis le début de la saison, c'est vrai, ils gagnaient juste 1-0, on l'a dit, plein de fois, parce qu'ils arrivent, de toute façon, quoi qu'il arrive, rien ne peut nous arriver. Sauf que là, ça fait 2-3 fois que la pièce, elle tombe du mauvais côté. Et même ce match-ci, ils perdent 3-2, ils en prennent 3 alors que la Louvière marque jamais. Mais ils ont plein de fois l'occasion de faire aussi 3-0, quand c'est toujours 2-0 et qu'ils le ratent. Donc, ils ont réussi un peu un manque de réussite. Comme toujours, d'habitude, Bruges, ils pensent toujours, quoi qu'il arrive, ça va passer. Même en jouant en moitié, ici, en semaine et ce week-end, c'est pas passé. Ouais, celui-ci a raté une grosse occasion encore une fois, parce que dès qu'il est devant le but, il n'arrive pas à marquer. Mais il marque, mais toujours des trucs plus compliqués. Les trucs faciles, c'est compliqué. Au coup, à faire un beau retour, mais il gère pas. Donc le fait de vouloir aller dans un grand club, désolé Solis, je t'aime beaucoup, mais c'est un peu trop ambitieux. Il va peut-être assurer déjà dans un championnat, être plus efficace. Ah, donc toi tu estimes que, contrairement, ça c'est un avis qui n'est pas le même que les autres, que Solis n'a pas encore le niveau pour jouer dans des clubs comme Tottenham. Il a raison. Il a raison. Non, mais moi j'entends beaucoup de gens. C'est un très bon joueur. Qui sont en train de me dire que c'est un phénomène. Moi je suis plutôt d'accord avec toi, mais j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Non, j'aime beaucoup ce joueur. C'est un excellent joueur. Pour moi, il aurait dû remporter le Solidor, mais il a pas le niveau du top en Europe, pas du tout. On l'a encore vu contre la Louvière. Désolé, pour moi, tu fais une erreur tu places ton corps de manière très différente, sachant que t'as le défenseur devant toi, tu prends la mauvaise décision, t'es devant le gardien, tu dois finir. C'est important. Tu devais finir cette action-là. Et c'est pas la première fois qu'on voit ce type d'action-là de la part de Solis, d'être devant le but, vraiment devant le gardien et de rater, de faire la mauvaise décision. Ça lui manque encore ce côté, prendre la bonne décision à la fin et être efficace. On est en train de parler du meilleur joueur du championnat de Belgique et on est en train de dire qu'il a pas le niveau. Est-ce que c'est pas symptomatique aussi du niveau actuel de notre championnat? Après, il a le niveau de notre championnat, c'est pas ça. Oui, mais pas le niveau de notre championnat. On a connu meilleur, quoi. Il n'a pas le niveau d'un top 5 anglais. C'est ce que tu es en train d'expliquer. Mais il a pas donc le niveau est-ce que ça, c'est pas symptomatique par rapport à l'année dernière où quand même t'avais quelques finaux? C'est ça que je veux dire. Je pense que tu veux dire qu'il n'a pas le niveau du top 5 des joueurs qu'on a connus par les saisons précédentes qui étaient justement le top joueur de la saison. Signe d'un déclin du niveau du championnat. Ouais, mais ça, de toute façon, ça c'est pas nouveau. On en a encore parlé la semaine dernière. Bien sûr. Mais c'est quand même criant de voir qu'un joueur pareil, aujourd'hui, est le meilleur, alors que, par exemple, je sais pas, moi, il y a 2-3 ans, peut-être, il serait dans le top, mais il serait pas le premier, vrai, quoi. Ouais, tu vois, c'est exactement ça. C'est l'analyse qu'on peut faire de la situation actuelle dans notre championnat, c'est sûr. Ivan Leko est sur la sellette ou pas? Bien sûr que non, ils vont pas le mettre sur la sellette, c'est sûr. Mais tu perds contre l'avant-dernier, enfin tu perds contre la Louvière qui est un promu, je sais pas si c'est l'avant-dernier. Oui, non, presque. Franchement, tu perds en Coupe de Belgique. Et tu n'es pas sur la sellette. En fait, en vrai, moi je trouve que c'est même pas Leko le fautif, parce que lui de base il a rien demandé. C'est la direction qui a été le chercher. Donc c'est plutôt la direction qui devrait être sur la sellette, à mon sens. Ah, tu penses que potentiellement... les décisionnaires là actuellement au niveau transfert... Par exemple, Bob Madou... ils sont déjà très critiqués, mais à juste titre, parce que les transferts... Zéro transfert ici. Zéro transfert, il n'y a pas de transfert, il n'y a pas de rumeur, il n'y a pas de plan, il y a des choix très bizarres. Je sais pas, il y a des trucs en interne qui sont assez bizarre, je trouve. Ouais, effectivement, pour le moment, le club de Bruges cherche un flanc, il cherche un joueur de côté. Ivan Leko a spécifiquement demandé également un numéro 9 et un latéral droit. Voilà les demandes d'Ivan Leko sur latéral droit, alors que t'en as, après, Est-ce qu'ils sont... Oui, il y en a, numériquement. Mais est-ce que qualitativement, par rapport à ce que tu vois dans les matchs, c'est actuellement suffisant? Non. Donc, on peut comprendre Ivan Leko. C'est un peu toute l'équipe qui tourne un peu au vinaigre en ce moment, je trouve. Il y a plus je sais pas si c'est parce que ils sont pas derrière le choix de Leko ou si ils auraient préféré que Ion reste. Je pense qu'il y a un problème dans le groupe. Et il veut pas un 6? Moi, je pense qu'il y a un problème avec Raphaël, avec l'absence de Raphaël Onyedika. On a trop négligé, je trouve, le niveau de ce joueur, l'impact dans l'équilibre de l'effectif de ce joueur et ce qu'il apporte globalement pour permettre justement d'avoir une transition attaque-défense au club de Bruges dans leur football qui est un football de transition. Il est tellement fondamental. Son absence à la CAN, pour moi, cause tous ces résultats. Fondamentalement, c'est lui l'homme le plus important du club. Et justement, je suis 100% d'accord avec toi et c'est pour ça que ça m'étonne que tu me dises que l'Econ ne veut pas un 6. Parce que Onyedika, il y a des choses qui partent ici durant ce mercato hivernal. Évidemment qu'il sera remplacé Quentin, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit que si, à l'heure actuelle, Bruges demande quand même 20 millions d'euros.
On sait qu'il y a eu un petit coup de fil d'Aston Villa parce que Boubacar Kamara s'est blessé, mais c'est pas la piste la plus plausible à l'heure actuelle. Ça reste Galatasaray qui est extéressé depuis 2 ans sur le joueur. C'est une espèce de légende qui se propage d'année en année, mais c'est la réalité. C'est le club qui est actuellement le plus chaud. Mais après, il y aura un remplaçant. Ouais, il faut absolument un remplaçant parce que même, il y a pas que ça, pour moi, parce que même quand Onyedika est là, Van Aken est meilleur. Parce que Van Aken est plus haut. Tandis que là, il fait beaucoup plus de repli défensif quand Onyedika n'est pas là. Donc, on n'a qu'à regarder les performances de Hans Van Aken, qui est quand même un des meilleurs joueurs de notre championnat. Quand Onyedika est là ou quand Onyedika est pas là, c'est le jour et la nuit. Hein. Ouais, c'est clair. Un club de Bruges qui ne devrait pas finir champion, du coup, si on entend pour le moment les choses. Saint-Tron. Il reste sur son Saint-Tron, vous l'avez Au entendu. final, Saint-Tron a pris les 3 points ce week-end. Anderlecht les a pas pris, le Club de Bruges les a pas pris, l'Union les a pris. Mais voilà, ils montent, ils sont deuxième. Ouais. Deuxième. Incroyable. Mais par contre, ce qu'il voulait dire par rapport à Onyedika, je pense qu'il voulait dire qu'il tu lis le Campin. Bah, je pense. Tu décryptes le Campin. Ok, d'accord. Je pense qu'il voulait dire que le Club de Bruges a besoin aussi un backup en cas de départ, enfin pas de départ. Normalement, t'es censé avoir Reis. Ouais, T'es censé avoir Stankovic. mais oui. T'es censé avoir des jeunes du centre de formation la direction du club de Bruges a imposé, alors que à la base, il y a des joueurs qui n'en voulaient pas ou qui n'avaient pas le niveau. Dixit Niki Hayen, c'est un des points qui a fait en sorte qu'il est parti. C'est le fait on voulait imposer des Cissé Sandra, des Lintodor, etc., qui n'avaient pas le niveau spécialement pour jouer en équipe première. Il n'était pas d'accord. Il disait non, il me faut un milieu de terrain. Et il disait non, il faut les imposer, ils vont réussir, machin, bazar. C'est quand même un point de discorde, cette histoire de milieu de terrain dans le cœur du club de Bruges. D'ailleurs, en parlant de Cissé Sandra, si j'ai bien lu, j'ai vu qu'elle allait peut-être aller au stade de Reims. D'accord. Pour remplacer Thomas, je pense. Je vais appeler Mathieu Lacour et je te dirai Ce serait une grosse erreur. C'est un très gros copain. Je t'envoie ton grand ami aussi à toi. On prendra l'info et évidemment on essaiera de confirmer ça. Mais en tout cas, c'est vrai que le club de Bruges, à titre personnel, m'inquiète. Je suis inquiet. Voilà. Ah ouais, moi aussi, très inquiet. Ouais, tout le monde, je pense, de manière générale et dans la globalité. Il y a encore 6 mois, il y avait personne qui était inquiet. Donc ça peut vite basculer. Et donc il pourrait y avoir une surprise, vous l'avez compris. Le match de la semaine, maintenant, merci messieurs pour ce d'accord, pas d'accord. Il est évidemment dédié à Charleroi Standard. On va débriefer cette rencontre qui était très suivie et qui a évidemment fait beaucoup parler. Charleroi a marché sur le Standard. Je pense qu'on peut pas non plus, en première période, en tout cas, c'était vraiment criant. La seconde période, ça s'est un peu rééquilibré, mais en première période, je n'ai jamais vu ça. Il y avait une équipe sur le terrain, et puis c'est tout. C'est assez dingue. Un Standard dont la défense était complètement désorganisée. On l'a vu sur le but de la tête de Schedler. Où est l'alignement? Où sont les concentrations? Qu'est-ce qu'ils font à l'entraînement? Je comprends rien. Ouais, ça n'a pas le niveau, tout simplement. Ouais. Dan Dirks, qui on le loue parce que c'est en plus un guerrier boucher, on va dire. Ouais. Il perdait tous ses duels contre Scheidler. Il avait enfin quelqu'un avec de la taille à côté de lui. Chaque fois qu'il y avait un dégagement, c'est comme ça que Scheidler gagnait tous ses duels. On va dire qu'il a pas le niveau. Hein. Il faut arrêter avec Dirks. Après, normalement, les 2 potentiels titulaires, quand ils le seront, c'est Omahu Bates. Omahu Bates, c'est vachement meilleur que Hotkit et Dirks, donc c'est phénoménal, hein, Omahu Bates. Bien sûr, c'est mais il faut qu'il soit vite, plus fort. Ouais. Il faut qu'il soit vite, et on l'a vu clairement ici, comme quoi. Et s'il vous plaît, c'est bien qu'ils aient pris Mortensen, mais mort, back gauche. Il est mort. Ah bah oui. Il est complètement mort. C'est affolant. Et Charleroi, ils l'ont compris. Gagon, il l'a pas joué. Il y avait pas de ballon de son côté. C'était toujours à droite sur Bernier Fluc. Et c'est là que ça a tous joué. Mais il est nul. Et on peut pas me dire, c'est un ailier gauche de base et tout. Il est bon, ailier gauche. Mais je l'ai jamais vu réussir un centre. Donc, défensivement, il est mauvais. Offensivement, il est mauvais. Ouais, c'est un échec. Le recrutement de Mort, c'est un pur échec. En plus, c'est dingue parce que, en fait, le recrutement de Gustav Mortensen, il s'est fait, moi je le sais, parce que j'ai un peu travaillé sur le dossier, mais vraiment genre en last minute. C'est-à-dire que le Standard aimait bien le profil, il discutait avec son agent, sauf que quand ils ont reçu l'offre de Westerlo, ils sont partis voir le Standard en disant voilà l'offre, et donc ils se sont joués, en fait ils ont utilisé l'offre de Westerlo pour aller au Standard. Mais il a fait une bonne rentrée. Sinon il devait aller à Westerlo. Il est bien rentré. Il a bien rentré, franchement. Bien rentré. Mais ce sera, pour moi, un joueur qui va être fondamental dans la construction. Déjà vendredi, excuse-moi, mais il est titulaire. Hein. Ouais. Vendredi, il est titulaire, il n'y a pas le choix. Hein. Oui, mais c'est normal, quand Calu est mort, c'est ça, tu peux pas faire pire. Et Bolingoli, mais qui est plus là parce qu'il s'est déjà blessé. Il a fait 10 minutes ici en stage hivernal. Quand Hertha Berlin, il s'est blessé. T'as 3 latérales gauche. C'est n'importe quoi. 3 latérales gauche, il n'y en a pas un à quel niveau. Ouais, sans compter. Si tu comptes pas mort, ouais. Ah non, parce que non, mais je parle pas de Mortensen. Pour moi, Mort, Calu, Bolingoli, c'est pas niveau Standard. Ah, mais bien sûr que non. Logiquement, enfin, je dirais, le Standard de Liège ne peut pas se permettre d'avoir. Allez, on parle encore une fois. Je sais même pas si c'est le niveau des 2 Belges. Hein. C'est cataclysmique. Hein.
Ah, c'est affolant. Ouais, Il y a ouais. pas que. Pour moi, dire s'il a pas le niveau, il y a pas mal de joueurs comme ça qui avaient pas le niveau. C'est affligeant. Alors, en seconde période, c'était pas vraiment le défensif le problème. C'était le manque d'esprit de révolte. Bah, il y en a eu un seul moment. C'est quand Teddy Thomas est rentré. Ah. C'est le seul moment où... Non, mais c'est vrai, c'est très objectif, hein. C'est pas... Bah oui, pas parce que je c'est suis son fan joueur de lui. préféré, donc forcément c'est très je pense objectif. qu'ils vont... Une vous êtes- table est objective. Non, mais vous allez Tout ça c'est objectif. Toi tu n'es pas, puisque Mais tu si. n'es pas un Mais objet. bien sûr que si, là, vous êtes tous d'accord avec moi, dès qu'il est rentré, il a apporté quelque chose de complètement différent à ce standard. Il a fait au moins 6-7 centres, ce que Moore ou Nilsson avait fait en cette rencontre. Donc, à un moment donné, juste ça, c'est déjà pas mal. Il fait un tir cadré aussi, il a tenté, il était agressif, justement, cette agressivité qu'on n'a pas. Lui, là, il va l'amener. D'ailleurs, il a pris un carton jaune. C'est le seul qui l'a pris, je crois d'ailleurs. Ouais. 84e, Ouais. dans un choc wallon comme ça, tu perds 2-0, le premier carton que tu prends, c'est à la 84e. Ouais. Tu joues un derby wallon, Comment c'est possible de pas mettre le pied, enfin? voilà. Mhm. Moi mais c'est à toi que je pose la question. Comment c'est possible d'avoir un manque pareil d'agressivité? Bah, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui s'identifient plus forcément au choc wallon. Tu vois, genre, il y a 5-10 ans, tu avais des joueurs formés au standard, ils jouaient contre Charleroi, bah, ils savaient que ce genre de match, comme quand tu joues contre Anderlecht, ce match-là, tu dois le gagner, quoi qu'il arrive. Enfin, soit je récupère le ballon, soit le joueur il passe pas, par exemple. Et ben là, les joueurs ils jouent leur match, c'est comme s'ils jouaient contre la Louvière, contre l'OHL, contre n'importe quel club. Ils sont pas là pour ce match-là, on doit absolument le gagner, on doit mettre le pied, on doit être capable de se faire mal, d'aller un peu plus au physique. Ben, les joueurs, je vais pas dire, à part Thomas, quand il est rentré, il a montré que il en avait envie, qu'il avait envie de gagner le ballon. Les autres joueurs, ils sont là pour passer 90 minutes sur une pelouse verte et puis prendre son salaire et puis on rentre chez soi, quoi. Mais par contre, là, on parle du standard, on fait que parler d'eux. mais il faut... Attends, on va y aller sur d'accord. Charleroi parce que c'est très positif ce qui s'est passé à c'est ça, ouais, Charleroi. parce qu'il faut vraiment C'est mettre très en très valeur, très positif ouais. et de toute façon dans nos joueurs de la semaine, je pense qu'il y a pas mal de joueurs issus de ce match aussi. Je regarde à gauche, je regarde à droite, je regarde un peu partout. Manque d'humilité aussi, manque d'agressivité, manque d'humilité. La phrase, ça m'a choqué, j'en parlais d'ailleurs avec son entourage, je me cache pas moi quand je dis des choses et je préfère être honnête clairement, je préviens les gens quand je vais parler Ouvrez les oreilles. peut-être un peu mal ou négativement. Ce que Marco Ilaramitra dit après le match, quand on est un joueur pareil et qu'on a surtout un impact nul dans une rencontre où on l'attend, Surtout ça. dans une rencontre où on l'attend, mais en fait on ne fait pas C'est cette osé. déclaration et je vais vous la lire. Ils avaient promis l'enfer, je m'attendais à pire, enfin c'est un grand mot parce que je connais ce public et je sais qu'ils ne sont pas capables de faire grand chose. Mais tais-toi mon ami. Il a fait quoi, lui Mais franchement, Marco, merci pour tout ce que t'as fait, bravo, mais sur cette affaire-là, t'aurais mieux fait de te taire, tu rentres au vestiaire, tu prends ta douche, et tu fais une interview derrière si tu dois accorder une interview à quelqu'un pour régler tes comptes, il y a pas de souci, mais à un moment donné, tu ne peux pas avoir ce comportement outrecuidant, complètement hors ligne, complet, le mec est en mode avion, quoi, complètement, mec. Et avoir cette attitude-là. Ah, c'est lunaire, hein. C'est lunaire, parce que comme tu le dis, en fait, il a même pas été présent. Toi, si t'as presté, que t'as fait un bon match et tout, tu peux parler. Mais là, fais-toi tout petit. T'as été nul. Sur le goal encaissé, c'est lui qui fait une erreur au milieu de terrain, qui rate le ballon. T'as été nul, tu te tais, tu la fermes, tu rentres dans le vestiaire, et voilà, et tu passes à autre chose. Mais tu fais jamais ce genre de déclaration-là. Tu fais jamais, c'est lunaire, franchement, c'est lunaire, mais bon. C'est pour ça que je parle de manque d'humilité. Ouais. Là, c'est clair. Manque d'intelligence, manque d'humilité, il y a manque mais il de n'y a pas beaucoup que de lui. choses. Je veux dire, si lui dit comme ça et pense comme ça, et que c'est un leader du vestiaire, imaginez les autres. Imaginez les gens à côté de lui. C'est la Plein mentalité. de hein. certitudes. Ouais, c'est ça, mais ça en dit long sur la mentalité. Et je pense que ce joueur-là a abordé ce match avec son intérêt personnel. Il a pas pensé au club, il a pas pensé aux autres trucs, il a juste pensé à lui-même. Dans sa déclaration, il le prouve. Donc, juste ça, déjà, ça veut dire grand-chose. Je trouve que tu penses pas à l'intérêt du club, de l'équipe, de la victoire, mais tu penses à ton propre intérêt. Donc là, dès ce moment-là, c'est compliqué, je trouve. Parce que tu penses pas au club. Tu penses vraiment à ton propre intérêt. Et même, hein, on n'a même pas vu le Marco qu'on peut voir d'habitude. Hein. C'est quelqu'un qui va pas dans les chevilles, mais qui va limite mettre son pied, qui va au duel et tout. Là, il osait pas, il avait peur. Est-ce que je sais pas comment il était, mais il était terrorisé, j'ai l'impression, parce qu'il allait pas au duel. D'habitude, il y a un milieu de terrain. Tu vas voir. En plus, c'était même pas les deux milieux, le 6-8, c'était même pas les deux titulaires de Charleroi, c'était deux remplaçants. Et donc là, tu dois te montrer, c'est qui le patron, toi? Nulle part. Justement, en avant-match, donc on en a parlé la semaine dernière, j'étais justement inquiet du fait que Traoré Camara n'était pas là parce qu'on est sur un duo au milieu de terrain qu'on connaissait pas du tout, et justement je trouvais que c'était l'occasion pour le Standard d'être maître au milieu de terrain parce que tu as deux joueurs d'expérience, mais en fait non, c'est Boukamir et Khalifi qui ont pris le dessus sur cette rencontre. Ça, c'est une erreur de VAR aussi. Hein.
Ouais, clairement. Et puis, voilà, moi, son entourage, pour le défendre, disait clairement que c'était pas évident de jouer dans telles circonstances où il allait se faire insulter, il s'est fait insulter tout le match, et qu'à un moment donné, on peut comprendre aussi que le côté, la rage derrière, la colère, la frustration d'avoir perdu, sort en interview au moment de le faire. Mais à un moment donné, il a quel âge? 32 ans? Ouais, tu dois être professionnel, il y a un moment, Voilà. si t'es pas capable de... Ouais, sur Internet, tu te fais toujours insulter, enfin à tous les matchs. Si t'es pas capable de le surmonter, c'est que tu peux ranger les crampons et aller jouer en P4, quoi, toi. Et l'interview de Mehdi Bayat à l'encontre de Marco Yaramitra avant le match, pour moi, a joué dans ses nerfs. C'était un jeu de poker mental. Il a vraiment, je pense, construit une villa dans son cerveau. Clairement. Et il avait que ça dans le match. Il avait que, Mehdi Bayat, il a dit des conneries sur moi, machin, on n'est pas d'accord et tout. Et effectivement, bon, potentiellement, moi j'aime toujours prendre les deux parties, on dit que c'est pas vrai ou qu'il y a une partie de l'histoire qui a été oubliée par Mehdi Bayat. Ce qui est certain, c'est que Mehdi Bayat, il a fait ça on purpose, hein. Il voulait son doublé, élimination du club de Bruges, victoire du derby wallon, et évidemment qu'il a maîtrisé les médias, et il a joué avec ça. Clairement. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, Charleroi a vécu certainement un week-end de rêve, ou plutôt une semaine de rêve, et le Standard est en grande difficulté quand ils vont recevoir une équipe de Gand qui va de mieux en mieux. Donc ce sera évidemment très très difficile. Avant de passer à ce match, tu voudrais rajouter quelque chose? Non, vas-y, on peut passer à ce match. Puisque vous voulez quand même dire un mot sur Charleroi, parce que Charleroi, si le Standard a perdu, c'est évidemment à cause d'eux, mais c'est aussi, surtout, grâce, ou plutôt à cause d'un Charleroi fantastique. Ça va super bien sur les côtés, ça va à 2000. La nouvelle dynamique est vraiment très intéressante. Ce que Hans Cornelis instaure dans cette équipe, c'est prometteur, je trouve. J'espère que ça va durer pour ce club, parce que c'est ce qu'il cherche depuis quelques années. On était content de Rick 2000, mais au final, on voit quand même il y avait peut-être plus trop le groupe qui était derrière lui, parce que justement il y avait déjà eu beaucoup de rumeurs de départ dans ce club-ci. Et du coup, ça a montré que l'entraîneur voulait partir et que il y avait plus trop d'intérêt pour lui de rester à Charleroi. Donc les joueurs n'étaient peut-être plus forcément derrière lui. Et là, Hans Cornelis a sûrement un discours très convaincant dans le groupe, et ça fonctionne parce qu'on revoit un Guillagon très bon. Bernier me surprend dans le côté positif, et Pfluck, on en a déjà parlé cette saison, c'est un excellent joueur, j'adore, et je suis très content qu'il est à Charleroi. Il est incroyable. Justement, ce joueur à Malines, on voyait qu'il avait du potentiel, mais en piston, c'est pas sa position. Ailier ou 10, tu vois, là, c'est très bien, et c'est ce que Charleroi a découvert, et je suis très content qu'il a fait ce move-là, parce que c'est un joueur excellent dans notre championnat. Et il faut aussi mettre en avant cette défense, parce que finalement 0 but contre le club de Bruges, 0 but contre le Standard, ça encaisse très peu. Un bon gardien de la Vallée qui est prometteur et qui a pris sa place de titulaire, et les backs qui sont vraiment très intéressants aussi, Van Enkerkhoff et Ntita, que j'aime beaucoup. En tout cas, le trio Etienne Camara, potentiellement, Titraoui et Pfluck, c'est chaud, hein. J'ai oublié un joueur dans tous ceux que j'ai cités, c'est quand même Schindler, parce que c'est peut-être pas un buteur, c'est pas un attaquant qui marque beaucoup de buts. Je trouve qu'il a un peu... il a marqué, ça lui a fait du bien. Tu l'as senti, hein. Mais je trouve que il a le rôle à la Giroud que la France a connu. Bon, je le compare pas du tout à Giroud, hein, on va se calmer, mais je veux dire juste le rôle qu'il endossait à l'époque, Giroud. Je trouve qu'il l'endosse aussi du côté de Charleroi. C'est un joueur très important, parce qu'on dit, certes, il marque pas. Il a pas marqué pendant, je pense, 13 matchs en couple. Enfin, il y a beaucoup de rencontres, il a pas marqué. Mais il a un impact hyper important dans ce collectif. Oui, parce qu'il fait remonter le bloc, en fait. C'est un attaquant de déviation. Il te permet derrière justement de faire monter ces joueurs offensifs. Il crée le jeu, et puis derrière, hop, t'es parti sur une phase offensive avec des joueurs de côté qui vont créer justement les possibilités d'une occasion de but. C'est pas le type d'attaquant qu'on a connu ces dernières saisons du côté de Charleroi, parce que Charleroi c'était buteur. Mais là on est sur un tout autre profil, et je pense que ça peut marcher. Encore faut-il qu'évidemment des joueurs, notamment comme Guillagon, retrouvent leur forme. C'est ce qui est le cas actuellement. Moi je reste persuadé qu'un Guillagon à 100%, il peut faire gagner à lui tout seul une équipe. Il est fort, hein. Il est incroyable. Il est pas fort, il est incroyable. Quand le club de Bruges, on l'a vu, hein, son goal qu'il met, c'est magnifique, c'est splendide. Et ça débloque la rencontre, parce que je suis pas sûr qu'à 1-0, le Bruges aurait pu revenir dans la rencontre. Et là, à 2-0, il tue tout le match, hein. Alors, on se fait ce focus sur Standard Gand, les amis. Quel changement pour vendredi du côté du Standard? Comment on fait? Alors, on met qui? Qui sortir, qui faire rentrer? Mortensen à gauche. In d'office, donc Mort out.
tu mets un Teddy Thomas, tu mets ton milieu à 3, parce que tu vas devoir avoir un milieu solide contre du Lopez, Marco du Kadri Nielsen, et tout. Non, Nielsen, il est blessé. Nielsen est blessé 6 à 8 semaines d'ailleurs. C'est la Merci de le dire. fracture du coude. Ouais. Donc, comment il va faire? Est-ce qu'il va nous mettre encore du... Ouais, ça peut être un ratisseur, ça peut être intéressant, un bagarreur dans le milieu de terrain. Tu mets un Messatou, en plus il aime bien jouer les petites 1-2 et tout avec Thomas. Je rappelle à tout le monde que le discours de Marc Wilmots pour faire venir Messatou, c'est viens, tu vas être titulaire. Hein. Ouais. On est loin de ça. On est loin de ça, ouais. Mais là, il a une chance à saisir. Et c'est un match à se classer, un match important et tout. Avec un Teddy Thomas où il peut jouer dans les petits espaces et tout. Donc, ça peut être très intéressant. Faut me sortir sur Ayensa. Voilà. C'est cataclysmique, encore une fois. Mais si tu passes à 3 milieux de terrain, ça veut donc dire que tu vas jouer avec une pointe. Exactement. Qui pourrait être Nguéné, Nkada. Est-ce qu'on essaye Nguéné direct? Nkada est suspendu. Donc, moi, j'ai mieux aimé l'entrée de Mitongo, par exemple, par rapport au match de Tom Henry. C'est encore trop léger, on est d'accord. Mais j'ai mieux aimé ça. Et, Rafiki Saïd, qui était inexistant. Et il joue trop la carte. Il joue beaucoup trop la carte. Mais à domicile, il est vachement plus performant. Donc, mais je peux pas m'imaginer qu'un joueur qui est certes très bon, mais qui est extrêmement nonchalant comme Mitongo va se taper Samuel Coteau, qui va partir, hein. Il va se mettre du côté du stade de Reims. Donc, à mon avis, ce sera bientôt fini, mais on sait jamais. Si le deal n'est pas fini d'ici vendredi. Je suis pas sûr qu'il joue. Parce qu'il jouait déjà pas avant la CAN. Ce qui est certain, c'est que même un Van der Heyden, en duel, contre un mec comme Koto qui ne fait pas ses replacements défensifs ou ne travaille pas pour aller rechercher, gratter du ballon. Qu'est-ce qu'il fait d'un numéro 9, le numéro 9 de 2026 que tout le monde aime bien? Pas nécessairement sa qualité technique, pas nécessairement ses qualités de buteur. C'est le fait qu'il va travailler défensivement, qu'il va faire 20, 30 mètres avec le ballon. J'ai encore commenté ce week-end Lautaro Martinez, mais c'est un défenseur central, c'est pas un attaquant. Tu vois, il défend, il va chercher, à chaque fois il va aller gratter. Qu'est-ce qui fait la force d'Osimhen contre le Maroc, qui fait en sorte qu'effectivement le Maroc ne peut pas déployer son milieu de terrain? C'est qu'il va défendre. C'est quasiment un numéro 6 des fois sur certaines phases de jeu. Le problème, c'est que t'en as pas au standard, et c'est ce que je te... Mais c'est la mentalité standard, ça! Mais c'est ce que je disais. Le standard a besoin d'un numéro 9 qui va aller chercher dans le milieu de terrain pour aller gratter du ballon. Merci, c'est ce que je disais la semaine dernière, c'est qu'on n'a pas de numéro 9. Ouais. La preuve, et apparemment, la recrue de Nice, de ce que j'ai lu sur le réseau des supporters niçois, ils sont très contents de s'en être débarrassés. Parce qu'apparemment, c'est un gamin de 19 ans qui est à l'écart. Apparemment, c'était bien parce que justement, il était comme ça. Il se battait. Il avait de l'envie, il montrait de l'envie. Mais par contre, techniquement, c'était compliqué, hein. Oui, mais bon, après, les attentes d'un club qui joue potentiellement le top 5 en Ligue 1 et les attentes d'un club qui espère aller chercher, aller gratouiller une 6e place au championnat de Belgique, donc Thomas n'arrête pas de nous dire chaque semaine qu'il est catastrophique, le championnat, je pense que... on va voir ce qu'il va avoir. We will make a balance, tu vois ce que je veux dire, ça va aller, quoi, tu vois, logiquement. On jugera que quand il aura joué. Pour l'instant, moi, je peux pas donner. Parce que Henri Ayensa, c'est mauvais, donc. Mais t'as oublié un joueur que tu dois enlever. T'en as parlé, mais je pense que t'as oublié de le citer. Dire qu'il faut. Ah oui, mais ça, c'est une évidence. Bates, tu le fais. Il était sur le banc, donc c'est qu'il doit être prêt, donc tu le mets dans le 11. Il était déjà avant. Fin 2025, il était déjà sur le banc le dernier match. Et qui commence. Avoir l'état physique d'Omaou aussi. Xavier, Teddy Thomas, c'est la solution à tous les problèmes? Je sais pas si c'est la solution à tous les problèmes, mais c'est une solution à beaucoup de problèmes en tout cas. Il y en a tellement que je sais pas si un seul. Mais c'est vrai que je pense qu'il va faire beaucoup de bien au standard. Après, ils vont se créer certainement plus d'occasions que ce qui se créait auparavant, grâce à Teddy Thomas récupérer plus de ballons. Après, est-ce que ça va solver tous les problèmes du standard? Ça, c'est autre chose, mais voilà. Ça va aider en tout cas, ça c'est sûr certain que ça va aider. Ça redonne envie de regarder les matchs du standard. Voilà, c'est ça, mais surtout pour toi, mais tu peux encore une fois. Non, mais pour tout le monde quand même, allez, c'était un excellent... À Reims, il jouait numéro 10, hein. Mais d'ailleurs, un vrai numéro 10. Hein. J'ai pas compris. Il donnait les ballons dans les intervalles. C'était pas un joueur de grattage de ballon. Hein. C'était un joueur de projection. C'était un joueur qui allait mettre la dernière passe dans les 16 derniers mètres. En Belgique, on a le souvenir d'un Teddy Thomas qui jouait plus bas. Moi, j'aime bien. C'était pas le rôle d'un Arras. Avec Malte aussi, il joue en 10. Et là, en 10, ça serait incroyable. Non, mais de toute façon, il est là pour jouer en 10. Il faut qu'il joue en 10 de toute manière. Mais ce que j'ai pas trop compris les semaines précédentes, enfin les mois même, parce qu'il était plus titulaire du côté de Reims, il était sur le banc, alors que c'est Gerhardt l'entraîneur. Et qu'ils ont connu une très belle période à Lyon. Je sais pas si il y a un jeune qui a percé. Ouais, jeune. Attends, Thomas, il y avait des bonnes stats. Oui, mais bon, le niveau de Patrick Zabi cette année, je veux dire, c'est juste extraordinaire. Le mec est quand même suivi. Il a déjà fait un visio call avec Jürgen Klopp. Il est suivi par le Paris FC. Manchester United le veut. Ils sont en discussion avec son entourage. Voilà,
à Reims des joueurs qui ont un niveau supérieur de ce que représente aujourd'hui Teddy Thomas, qui a downgrade, logiquement, parce que c'est l'âge, parce qu'on va pas le critiquer par rapport à ça. C'est logique, tu peux pas être aussi bon que ce que tu l'étais il y a 2-3 ans. À Zabi, mais c'est un très bon joueur, tu peux l'associer à Zabi, mais c'est à peu près pas vraiment la même position. Thomas, Zabi, c'était un beau trio. Ouais, ça aurait été sympa, effectivement, mais sympa. Bon, je le préfère en Belgique. Voilà. Allez, on va passer rapidement à l'instant diable à présent. Merci messieurs, en tout cas pour ce match de la semaine. L'instant diable, c'est très simple. C'est un prix parti de mon côté, puis évidemment, on va vous entendre en débat pour savoir ce que vous en pensez. Messieurs, mon prix parti, il est très simple. Je veux voir. Allô, Rudy Garcia. Ça va, tu me vois? Tout va bien pour toi? Petit bisou pour toi. Je veux voir Mandela Keita en mars prochain dans la liste pour les amicaux qui se dérouleront d'ailleurs je pense aux États-Unis derrière. Pourquoi? Parce que c'est un joueur qui est tout simplement considéré aujourd'hui par les amateurs du football italien et en Serie A comme le meilleur milieu de terrain ou un des meilleurs milieux de terrain défensifs. Vrai numéro 6, sentinelle de Serie A. Il fait vraiment une saison fantastique avec Parme. C'est évidemment invisibilisé parce que personne ne regarde la Serie A, mais la réalité c'est qu'aujourd'hui ben voilà, ça toque à la porte. On parlait, j'en ai parlé notamment sur les réseaux de Galatasaray qu'il a mis dans sa shortlist, mais surtout en Angleterre, avec des Brentford, des Brighton, des clubs qui vraiment sont très intéressés par son profil. Et c'est surtout un joueur qui, à un moment donné, rencontre une demande et un profil que nous n'avons pas. On a le gratteur de ballon un peu sympa qui s'est joué balle au pied. Et évidemment, il sera titulaire. À mon avis, ce sera Nicolas Raskin. Mais à côté, il faut quelqu'un pour, au cas où, Nicolas Raskin a peut-être un petit pépin ou le remplacer ou apporter sur certaines phases de jeu ou peut-être même dans certaines situations quelque chose de plus. Et à l'heure actuelle, voilà, moi j'aime énormément Aurel Mangala. Je trouve que c'est un super joueur, mais et il a déjà prouvé en plus de ça pas mal de choses avec les Diables. Mais dans cette course au numéro 6, en termes de niveau et de forme actuelle, bah pour moi, Mandela Keita, dans ce rôle spécifique, il n'a pas de concurrent. Voilà, c'était mon avis du jour dans l'instant diable. Ça me tenait à cœur. Qu'est-ce qu'on en pense? Tu le remplaces par qui? Il faudrait que j'ai... Ah, Charles Van Hout. Parce que la semaine dernière, tu voulais absolument Onana, donc maintenant... Oui, non, mais attends. Dans la liste, je parle dans la liste, j'ai pas dit dans l'11 de base. Okay. Un peu de respect. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que Charles Van Hout, à l'heure actuelle, il n'est pas au niveau pour être chez les Diables Rouges, et qu'un Mandela Keita, en plus de ça, connaît les U21, il s'intégrerait parfaitement parce qu'il connaît ce groupe. Je pense que c'est vraiment une très bonne solution. Ok, c'était une question piège et tu as très bien répondu. Ah, c'est gentil. Tu sais que je suis en train de penser à un truc. On a oublié l'happening. Oui, mais on peut encore le faire. On peut encore le faire? Je savais que tu l'as oublié, mais... c'est comme ça. Mais on est une émission un peu déstructurée, mais on vous aime. On va refaire un petit flashback. Flashback vers le match Standard la Gantoise. Yes. Donc c'est une petite question par rapport à ce match-là. Donc c'est très simple. Citez-moi au moins 3 joueurs qui ont joué aussi bien à la Gantoise qu'au Standard. J'en veux que 3. À vous de jouer. Konga. Ouais. 3 joueurs, hein. Bernd Thijs. Il n'y a pas un joueur comme Vidarsson? Bernd Thijs, on a 3 déjà. Il y en a déjà 2. Non, pas Vidarsson. Il y avait un mec qui avait joué au Standard dans les Ajdarevic, Astrid Ajdarevic. Ouais, il y avait un défenseur central. Non, milieu de terrain. Oui. Astrid Ajdarevic, le milieu de terrain qui avait joué à la fin. Ouais, en effet, on jouait, bon, on se souvient plus, il y a un peu des plus connus, genre, des trucs, Moi, les deux que je dis, c'était quand même connus. Dinor Stanagic. Et ça, c'est lui que je pensais que... Dinor Stanagic. Il y a Bolat aussi. Bolat, Bolat. Franchement, vous êtes doués parce que c'était pas une question facile, parce que j'ai fait des recherches. Il y avait notamment... Non, mais le 2, c'est Standard TV. Hein. Moi aussi, je m'inclus dedans. Hein. On est un peu de Standard TV ici. Il y avait notamment Nicolas Raskin. Ouais. Donc, c'est lui que j'avais en tête. C'est Jean-Luc Dompé. Ouais. Et Mbailey. Ah bah voilà, on a cité aucun des 3. C'est ce que j'attendais, mais j'en ai aucun des 3. Incroyable, bah, comme quoi, hein, tu vois, c'est sympa. Mais il y a des histoires à raconter. Ouais, je me rappelle notamment du 7-0. Vous vous rappelez de ce 7-0? C'était Mircea Rednik qui a été l'entraîneur à l'époque. Oui, mais c'était fou. Et je me rappelle d'un attaquant, un petit attaquant iranien qui avait marqué, non, pour le Standard. Ouais. Comment s'appelait-il? Reza, ouais, c'est ça. Qui était à Satron avant d'aller au Standard. Exactement. Quel match incroyable. J'étais au stade, j'avais l'impression que c'était Circus Company. Un petit peu comme la finale de la CAN. Mais nous ne sommes pas là pour parler de ça, bien évidemment. C'est quoi la CAN? Ah, écoute, toute une série de choses sympas. On va aller chercher le Football Time Award parce que c'est reparti, les amis. Nos joueurs de la semaine. Et comme d'habitude, on va vous donner rendez-vous sur X, Instagram pour voter pour votre joueur de la semaine dans ce championnat de Belgique, celui qui vous a le plus ému, celui que vous avez apprécié le plus. Et puis, évidemment, on ira sur le classement général derrière avec Thomas. Mais d'abord, les choix de nos amis sidekick, chroniqueurs. Xavier,
Moi, j'ai pris Antoine Bernier, tout simplement parce que le deuxième goal de Charleroi, il a fait tourner toute la défense du Standard avant de conclure. Et une petite stat intéressante pour Bernier, c'est qu'il a été 8 fois titulaire contre le Standard en championnat, et il a jamais perdu contre le Standard. Donc si tu veux gagner contre le Standard, ou du moins ne pas perdre, tu mets Bernier titulaire, et il y a moyen de prendre des points. Antoine Bernier, joueur d'ailleurs du match. Il a été offert le gentil trophée Mehdi Bayata à Antoine dans le match. Ton joueur de la semaine, Thomas? Thiago Araujo. Voilà, c'est difficile à prononcer. Thiago Araujo. Ouais, Araujo. c'est très difficile à prononcer, je suis pas très fort là. Oui, donc j'ai choisi pour ce latéral du côté de la Gantoise qui a fait un excellent match. Défensivement un peu moins bien, mais son apport offensif était tellement important dans cette rencontre que j'ai choisi ce joueur. Il a marqué un excellent but, il a fait une excellente frappe qui a touché le poteau. Il apporte quelque chose depuis le replacement défensif de Rick 2000 qui sont donc passés à 4 derrière. C'est un joueur qui s'exprime et qui peut être très intéressant les semaines à venir. Quentin. C'est Patrick Fluke. Ah, Patrick Fluke. Ouais, Fluke. On n'en a pas du tout parlé dans cette émission. C'est incroyable. C'est le genre de joueur pour lequel on a envie de se déplacer au stade et qui arrive à donner de l'adrénaline aux supporters et tout. C'est très très fort. Il a joué dans son salon, il est dans son fauteuil, libre, en numéro 10. Il avait pas de pressing, il faisait ce qu'il voulait, il faisait tourner le ballon. Il était à droite, à gauche, dans l'axe. Franchement, il jouait comme s'il jouait contre des diablotins, quoi. Donc, très fort. Eh ben, effectivement, je suis pas du tout étonné que tu donnes ça. T'étais au stade, en plus. J'étais au stade, ouais. Mon salaud, là, il est toujours au stade, celui-là. C'est très bien. Allez, moi, je vais donner mon point à Nilson Angulo. Nilson Angulo, un joueur auteur d'un doublé, qui a des statistiques assez incroyables. Je pense que c'est 7 buts et 8 passes décisives, depuis le début de la compétition. 15 implications dans les buts d'Anderlecht depuis le début de saison. C'est vraiment un joueur important. Et quand Anderlecht ne va pas bien, et même quand Anderlecht va bien, c'est souvent lui qui est toujours au centre du jeu. Question pour toi. Est-ce qu'il part cet hiver? Non, cet hiver, non. Je pense pas qu'il y aura un départ cet hiver. Non. S'il y a départ, il y aura départ après la Coupe du Monde de l'Équateur, parce que sa valorisation, évidemment, aura explosé. Je pense qu'il y a une planification aussi liée à ça. Et Ibrahima Kanate, c'est juste, qui pourrait lui prendre plus de galons à partir de l'été prochain. Le classement général avec Thomas. Bah c'est très serré, hein. Il y a pas de joueurs qui s'expriment au max cette saison dans notre championnat, donc tout se regroupe. Il y a pas de grands leaders dans ce classement. Il va falloir que tu me donnes quand même 2-3 indices, parce que moi, à un moment donné, il va falloir que je prenne mon téléphone et que je commence à prévenir les gens qui veulent potentiellement ou qui vont potentiellement obtenir le trophée. En fait, j'espère que ce sera pas Marco Ilaritra, parce que il a même pas un point. Il a même pas pris un point depuis le début. Il y a encore une quinzaine de journées. Il faut bien jouer pour ça. Choix toujours fait très très objectivement, évidemment, de la part de tout le monde. On garde évidemment notre sérieux quand il faut faire les choix, même si on parle de football sérieusement, sans se prendre au sérieux ici. Comme d'habitude, rendez-vous du côté de X et Instagram pour voter. Et je vous remercie. Merci d'avoir été présent. Xavier, on se voit la semaine prochaine. Oui. On se voit la semaine prochaine pour Thomas. Et pour Quentin, non. On ne se voit pas. C'est pas moi. Je laisse ma place à un invité. Ce sera un invité, un invité surprise. Gros invité, évidemment, la semaine prochaine. Ne manquez pas la semaine prochaine parce qu'on va très bien s'amuser. Donne un type. Je donne un type, il est blond, il a des yeux bleus. Voilà. Et il joue en Pro League. Voilà. Prenez soin de vous. C'est très bien. On termine là-dessus. Prenez soin des autres. Le like, les amis, c'est très important. Abonnez-vous si vous êtes restés jusqu'au bout. N'oubliez pas, on vous fait gagner un maillot d'Ardon Jachari. Pour ce faire, il faut répondre à la question suivante. Le score final dans la rencontre opposant l'AS Roma et l'AC Milan, et également la minute du premier but. Ciao. C'est Patrick Fluke.